C'est ça. Et donc on comprend bien aussi que si vous voulez être vraiment dans la fête, pour ces gens-là, ça passe nécessairement par le terrorisme. C'est ça que vous convenez. De la même manière, oui, on parlait du criminel sexuel ou les tueurs en série, voilà. C'est la même logique, c'est-à-dire que nous avons, je crois, autour de cette table, nous sommes des personnes relativement normales où une relation sexuelle est normale. Bon, merci. Et il y a ensuite le fait que si vous en êtes dans la série, si vous voulez tuer quelqu'un pour avoir la même, mieux, en termes d'orgasme ou de satisfaction sexuelle, eh ben, vous comprenez qu'un terroriste, si vraiment son trip, son feu, c'est vraiment voilà, il est en extase, presque dans la manière de réagir, il fait la fête après comme jamais, ben, s'il veut vraiment avoir cette joie-là, il faut qu'il recommence à tuer. Hein, c'est étroitement lié, c'est indissociable, cette histoire-là. Donc oui, chez certains, ça peut aussi jouer. On l'avait aussi chez Abaoud, après l'attentat le témoignage de la cousine de Aslan, qui les dénonce après. Quand elle les a récupérés en voiture, il était tout joyeux, il parlait de l'attentat comme si... Mais il est rentré en métro. Abaoud, il me semble qu'il est rentré en métro, habillé à l'occidental, c'est ça qui est... Oui, alors après, c'est essayer de s'adapter, on ne peut pas se faire voir. Il peut garder la même motivation, mais simplement masquer, tu vois ça. C'est assez hallucinant quand même. Ça fait oui, c'est vrai que ça fait peur, ça c'est sûr, je comprends tout à fait, c'est pour ça qu'on va essayer de mieux l'analyser. On a oublié quoi? L'expédient. Alors c'est quoi l'expédient? Vous avez quoi? Définition de l'expédient. C'est tout un groupe de personnes qui se motivent entre eux et qui essayent de s'améliorer. Qui font une expédition. C'est ça, dans le mot expédient, il y a expédition. Alors justement, moi je veux vraiment la définition de ça pour qu'on soit très clair. C'est quoi? Alors, ressources momentanées pour se tirer d'embarras sans résoudre la difficulté essentielle. Donc expédient, moyen provisoire et extrême, voire indélicat ou illicite pour se procurer de l'argent. Donc c'est quoi? Des sectes? Non, peut-être pas en tout cas à ce point-là, mais non, avant de penser à ça. C'est quoi un expédient? Donc c'est un mandataire. Ressources momentanées. Momentanées. Oui, en tout cas. Oui, Léon? Non, au contraire, vas-y, lance pas. Tu savais, mais tu l'as pas voulu. Je te relancerai tout à l'heure. Pour se tirer d'embarras, sans résoudre la difficulté essentielle. Donc, quelque part, vous n'aimez pas l'État français. Vous avez bien fait chier, parce que, voilà, il ne vous a pas laissé rentrer dans l'armée. Il ne vous donne aucun emploi. Vous êtes dans la misère avec le RSA. Et ça a toujours été comme ça, parce que depuis que vous êtes petit, vous faites battre, vous êtes mal aimé, vous ne réussissez pas à l'école, personne ne s'occupe de vous. Pour une seule raison. Vraiment, vous voulez être la société française, la terre française, parce que vous êtes en France. Alors, expédient. Je vais m'approprier mon pouvoir, je vais m'approprier ma petite vengeance. Je vais faire par un acte terroriste. Je vais prendre ma voiture, je vais au quille sur ceux qui sortent de la caserne pour me ressourcer de manière momentanée, pour me tirer d'embarras. Vraiment, je ne sais pas quoi faire de cette histoire-là, mais sans résoudre évidemment la difficulté essentielle, parce qu'après que je les ai tués, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais trouver un emploi? Je ne crois pas. Est-ce que je vais avoir plus d'argent? Je ne crois pas. Et avec évidemment le mal que j'ai fait, je risque même d'en perdre la vie. Ah oui, c'est une fin, malheureusement, c'est plus une fin inéluctable pour lui qu'autre chose. C'est une compensation. Oui, on pourrait dire que c'est une forme de compensation ponctuelle dont il ne voit pas vraiment les conséquences. Ou alors on assume-t-il peut-être déjà les conséquences, mais en tout cas elles ne sont pas, elles n'ont pas l'effet escompté de ce qu'il aurait aimé avoir avant. Voilà, donc c'est assez inorganisé quand on y pense finalement. Hein, c'est vrai, c'est plutôt dans ce registre-là. En tout cas, c'est pour s'approprier, voilà, en disant, ça se passera pas comme ça. Vous êtes à la poste, en disant, la guichetière vous regarde pas, elle est sur mon truc, elle dit, bon allez, suivant. Ah, je suis désolé. Je m'approprie le temps et l'espace maintenant. Je vous dis quelque chose, vous avez intérêt à m'écouter. Et là, quoi?
Oui, c'est ça. Maintenant, vous avez donc des militaires qui sortent d'une caserne en disant ah, vous n'avez pas voulu me laisser rentrer. D'accord. Je m'approprie le temps et l'espace, et c'est moi qui vais décider, c'est pas. Vous voyez. Donc c'est vrai que cette notion d'expédient aussi peut intervenir le cas échéant. Alors, imaginons le cumul de ces motivations. L'expédient peut se rajouter à la possession, qui peut se rajouter à l'utilisation, qui peut se rajouter à la technologie, le supplément et la fête. Tout peut se cumuler, au principe. Pourquoi? Rien n'interdit, tout est compatible là-dedans. De la même manière qu'on avait le jeu et l'excitation qui faisait bon ménage, ici on peut voir très bien, je convoite ces militaires, j'utilise, je vole une voiture pour l'utiliser contre ces militaires, puis ensuite, expédient, j'ai vraiment décidé de le tuer, puis ensuite, donc, chouette, j'en aurai plus sur mon compteur des militaires qu'avant, et puis bon, bah voilà, maintenant c'est mon petit trophée, j'ai possédé donc, j'ai ça sur mon ardoise, et je fais la fête après. Tout peut se cumuler. L'agression maintenant. L'objectif de tout criminel en général peut être vu, selon mon discussion, comme évidemment une forme d'agression. Et c'est là où on voit bien aussi la différence entre action et appropriation, parce que l'action et l'appropriation n'est pas forcément une agression. Hop là. Est-ce que je t'ai agressé? Non. Et pourtant, si je reprends ton téléphone, bah, ça peut être un expédient. J'ai pas de téléphone, c'est pas juste dans la société. Je pense qu'il est mal. D'accord? Je prends mon temps et mon espace. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je possède ton truc, ça, il n'y a pas de doute. Je l'utilise. Je l'ai convoité. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, Samsung? Ah, bien dedans. Et puis ensuite, le supplément. Bah oui, j'avais un téléphone, peut-être que j'en ai d'autres, mais j'en ai plus, etc. Ça me fera un truc de plus, comme ça, quand j'irai en vacances, ce sera bien pour moi. La fête, là, j'adore. T'es pas content, hein? Ah oui, moi j'adore. Tout peut être cumulé sans t'avoir agressé. Donc maintenant, on voit l'agression. Spécifiquement l'agression. Dans ces cas-là, il y a toujours passivement et activement la défense et l'attaque. C'est vrai, le tout est son contraire. Très simple. On peut violenter ou agresser quelqu'un pour se défendre. En tout cas, la logique propre de se défendre, ou la légitime défense, si vraiment c'est le cas en termes juridiques. Mais, en tout cas, c'est vraiment ça, ce côté passif. Mais on peut aussi avoir la vengeance, on peut faire une compensation, une forme d'agression caractérisée qui est là pour faire mal, pour blesser, pour faire un truc évident. Alors chez le terroriste, alors je vais vous donner, vous rappeler à chacun l'histoire du garçon sur le pont d'Avignon. Qui connaît cette petite histoire? Levez la main. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il était une fois un petit garçon que j'ai connu moi à l'âge d'une vingtaine d'années en unité médico-judiciaire, qui avait eu une enfance bien sûr malheureuse. Ça avait commencé par une maman qui avait été brûlée vive devant ses yeux dans un accident de voiture. Il était rescapé. Le papa m'a traumatisé à vie, donc n'a pas pu vraiment s'en relever et a commencé à être tellement obsessionnel compulsif qu'il en est devenu violent avec son enfant en disant voilà, notamment si tu ne fais pas exactement ce que je te dis, c'est dans l'armoire, c'est je te bats, coup de fouet à l'époque. Et puis il avait une particularité, ce papa, c'est qu'il disait viens, il traîne son fils par la peau du cul ou le col de sa chemise et il l'amenait au pont du village. Il le prenait vraiment comme ça, hein, pour prendre personne, une main donc derrière la nuque et l'autre du côté des fesses. Il mettait la tête à hauteur du vide, pas en vide quoi, mais au-dessus du pont. Et voilà, la prochaine fois que tu n'as pas 16 sur 20, je te balance en haut. La prochaine fois que tu ne fais pas ceci, cela, je te balance en haut. Donc il y aurait une vraie menace de mort, le pauvre garçon, 5, 6, 7 ans déjà, était fixé dans ça. Ensuite de quoi il a grandi dans la peur, l'angoisse, la phobie de son père, et il a développé un vrai cadavre dans le placard, on dit souvent. Les années ont passé, il a 18 ans, il décide donc d'aller ailleurs, de quitter son papa, et tant mieux. Et là, il a à peu près une vingtaine d'années, lorsqu'il se retrouve à Avignon, en été pour les vacances. Il est seul, et il se balade autour, donc, il fait les ponts. Et là,
il faut se rappeler que lorsqu'il était petit, le pont avait des arcades assez comment dire, larges, des ponts en briques, en petites briques. Il y avait, dira-t-il, 3 arbres qui se penchaient comme ça, un peu comme des saules pleureurs lorsque le vent passait, donc il y avait une espèce comme ça de bouffée, voilà, il faisait ça comme ça. Et puis il y avait l'écoulement même de l'eau. C'était plutôt des clapotis parce que c'était un petit ruissellement qu'il entendait comme un murmure. Et puis lorsque son père le mettait comme ça, il sentait la laine, il y a une odeur particulière de la laine de son père qui vraiment lui gueulait dessus. Et puis l'odeur, il disait qu'il y avait une odeur de sueur un peu forte comme ça, un peu acide. Et toute une série de paramètres comme ça, qui a non seulement gravé dans son esprit la peur, mais il a gravé toutes ses caractéristiques essentielles. Et là, quasiment il y a 20 ans, il se retrouve donc sur le pont d'Avignon et il voit un papa qui pousse une poussette dans laquelle il y a sa petite fille, et il entend ce père qui gueule sur sa fille. Mais c'est pas possible, pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Mais ben, je vais vraiment te casser, moi, un petit le mot casser. Et je vais maintenant je sais pas quoi. Et là, le garçon sur le pont d'Avignon se revoit maltraité par son père. Une forme de transfert. Et pourquoi y a-t-il transfert? Ça commence comme ça. Vous avez mis le cadavre refoulé dans votre inconscient, et vous n'avez plus conscience vraiment de ce qui s'était arrivé, vous essayez de penser, mais il est là parce que vous n'en avez pas vraiment, vous n'avez pas purgé cette histoire-là, vous n'avez pas expulsé le problème, vous n'avez pas réglé, vous faites le deuil de cette histoire. C'est la manière dont ce père parlait. C'était vraiment le ton, en fait. Le ton qu'il employait était vraiment très cassant, de la manière dont son père lui parlait. Et là, il a vu effectivement le pont. Et le pont avait malheureusement des caractéristiques communes avec celui de son village. Donc il y avait un petit peu près le même bruit d'eau, les mêmes arbres qui se pliaient, à peu près les mêmes briques autour du pont, tout ça. Et alors là, il franchit le trottoir avec des yeux de fou, diront les témoins, parce qu'il était complètement presque télécommandé. Il prend le monsieur par la peau du cul et le balance. Ils sont les cadavres Voilà. de l'armoire. Pour répondre à votre question maintenant, est-ce que ce monsieur fait ça par vengeance, c'est-à-dire par agression caractérisée de type compensation voulue, ou le fait-il dans son esprit, au vu de son vécu, comme un acte de transfert par légitime défense? C'est-à-dire en fait régler une bonne fois pour toutes le danger que représente ce père qu'il revoit C'est plutôt ça. par, au travers d'une autre personne de substitution. Vous voyez? Et quand vous êtes dans une logique maintenant terroriste, on peut peut-être faire voilà, une assimilation du genre, vous pouvez avoir ce qui revient le plus souvent, et dans les films, et dans la réalité, quand on en connaît certains en tout cas, qu'il y ait différentes familles ou victimes collatérales de drones, de bombes, vous voyez, de choses comme ça dans une guerre, qui ont été donc très traumatisantes pour celui qui l'a vu ou dont les membres de sa famille ont été tués, et qui donc considère que qui est à l'origine de ça? Les États-Unis, ou la France, ou la coalition, etc. Et maintenant, voilà, quand je vois, même en France, un militaire qui se balade, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce même militaire que je vois là devant moi, il a pu lancer les bombes, il a pu commander les drones, il a pu tuer effectivement mes collatéraux, mes proches, etc., etc. Et donc, vous dites, pour éviter que ça recommence dans cette logique-là, pour éviter que moi-même, peut-être un jour, je sois victime encore de ça, eh bien, je vais les tuer. En Ça se France, comprend. c'est plus ceux qui sont attaqués, malheureusement. Voilà, alors, C'est un peu encore ça. une fois, nous sommes dans l'évaluation des Je possibilités, vois. d'accord? Je ne dis pas que ça va systématiquement arriver, bien au contraire, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une forme Oui, il y a les deux de sens, compatibilité, bien sûr. voilà, c'est-à-dire que quand je dis ça, il n'y a vraiment rien d'incompatible, oui, c'est possible. On peut avoir ce type de motivation qui intervient sans doute chez certains. Et revenons sur le petit garçon, enfin, qui est maintenant incarné dans le père de la petite fille, ça
peut être aussi, enfin, la motivation, c'est protéger la petite fille pour qu'elle n'ait pas le même vécu. Tout à De toute fait. façon, il ne voulait même pas régler un compte avec Alors, son père ou faire un transfert, mais plutôt protéger la petite fille. Tout à fait. Dans l'absolu, cela aurait été tout à fait possible, je reconnais. Mais il se trouve que son action était, aux yeux de tous, et de lui-même d'ailleurs quand il y repassait, mécanique. Voilà. Donc c'était vraiment... il se revoyait lui-même, hein, vraiment dans cette position-là, et petit pouvait rien faire. C'est ça l'idée, hein. Petit pouvait rien faire. Il était impuissant, totalement soumis à ce père. Mais là, il avait 20 ans. Voilà. Et là, il pouvait effectivement lui mettre tout ce qu'il voulait dans la vue. En jour, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, elle vient de le dire, Jaïla, quand on touche du doigt cette histoire-là, c'est une forme de défense dans ce cas-là. Voilà. Et donc là, on n'est plus du tout, on est dans une action qui a une origine de défense, une logique propre de défense chez la personne qui le commet. C'est tout ce que je voulais dire. Plus de problème. Non, plus rien. Ça va, fini. Très bien. Moi, peut-être que, en fait, peut-être que c'est ma façon de te voir, je ne m'inscris pas tellement dans cette logique de défense, plutôt regarder plus le côté effet du mécanisme transférentiel. Non, je vais être encore plus clair peut-être avec la paranoïa. C'est-à-dire le fait que si l'individu, au bout du compte, a vécu 1, 2, 3, 4 événements Oui. qui sont à peu près du même genre, qu'il se sente lui-même menacé ou que ses proches aient été menacés, il peut éventuellement développer une pathologie dite paranoïa, consistant à se sentir faussement, après coup, tellement voilà, il est encore vif d'avoir vécu, traumatisé, en danger par rapport à des situations ou des personnes qui ressembleraient à ce qu'il a vécu. Donc un vrai délire d'interprétation dans ce cas-là, sur la menace qui pèse sur lui, se sentant persécuté par un regard d'un policier, se sentant persécuté par un geste un petit peu trop brusque d'un gendarme, mais se sentant persécuté parce qu'à un moment donné on est... bonjour. Pour ça, et donc... bon. Et donc dans ce cas-là, je répète, dans l'état d'esprit, monsieur, c'est une vraie légitime défense. Parce qu'il se sent, bien entendu que la réalité n'est pas ça. La réalité, il voit, comme vous et moi, où il y a une patrouille avec trois militaires qui font leur action. Ils sont avec leur petit FAMAS, ils se baladent, ils sont bien sûr en treillis, ils regardent. Comme vous et moi, il n'y a pas de danger. Mais le simple fait qu'il y en ait un dans la foule qui soit paranoïaque, après tout ce qu'il a vécu, hein, je ne reviens pas, eh bien, va être possiblement pour lui une menace dans son esprit. J'insiste bien. Nous le verrons pas comme ça, mais lui il le verra comme ça. Et si vous rentrez un temps soit peu dans cette logique, c'est bien légitime. À ses yeux. Son identification projective à la situation le fait se défendre de manière rétroactive. Oui, on peut dire ça aussi comme ça. Absolument. Enfin, un quatrième objectif, la domination. Dominer. Eh oui. Déjà, vous avez un bon film qui s'appelle Le Prestige. Je ne l'avais pas encore vu, il faut encore le voir. Après Science des Agneaux, c'est un super plan vidéo ce week-end. On surfe dans les trois cas sur le narcissisme. C'est-à-dire vraiment, moi je, qui souhaite y éprouver une forme de supériorité. C'est le complexe de supériorité. Alors c'est vrai que quand il me rappelle un film avec Sean Connery, une jolie jeune femme avec laquelle il prévoyait toute une série de braquages de haut vol. Voilà le titre peut-être que vous vous rappelez, on s'en reviendra. Mais l'idée est là. On a eu toute une série, après vous avez Ocean Eleven, la 12, tout ça, sorti avec Clooney, avec Brad Pitt, tout ça, là, qui faisait aussi un groupe de braquage organisé, vous avez Fast and Furious dans un autre genre. Et là, donc, bon, c'est pas les films qui manquent, mais qui illustrent très bien cette histoire de prestige. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, vous savez, vous imaginez le prestige avec un roi sur son trône. Pardon, mes amis, mes frères africains, mais c'est aussi ça. Le fait qu'on a parfois la grande chaise, hein, avec le truc royal derrière, le banc comme ça qui intervient, puis on est là. Voilà.
peu ça quand même. Bon. Et donc il y a le côté prestige royal, prestige de la supériorité, prestige de... sans aller encore une fois vers le dictateur, là, c'est encore une autre histoire. Mais, Une question de se distinguer de ce Voilà. problème. voilà, et c'est vraiment ça. Voilà, merci. Et... Mais après, ça peut être plein de choses, hein. C'est l'or. Tout ce qui va être en or, il faut que ça brille. Il faut que ça montre effectivement aussi la richesse matérielle. Alors là, il me revient évidemment les Émirats Arabes Unis, parfois, ou certaines prestations du Moyen-Orient chez Qatar et compagnie, notamment qui vraiment sont là aussi parfois pour montrer pour étaler leur luxe. Sans parler des grandes voitures, des voitures de sport, des voitures des Lamborghini et compagnie. Mais le prestige, en fait, des signes extérieurs de richesse. On peut aussi le voir comme ça. C'est une façon de se distinguer dans tout ce que l'on peut avoir de plus que les autres n'ont pas. Et pour leur dire, tu vois, moi je l'ai, toi tu l'as pas. Je parade avec la Lamborghini, tu vois, et une Ferrari, il y a quand même ça. On peut être passionné de Lamborghini, mais bon, à un moment donné, lorsque on est à se déplacer avec une certaine façon d'être, une certaine façon de montrer ses signes, hein, c'est clair qu'il y a quand même une forme de prestige souhaité. C'est-à-dire qu'on est différent des autres pour ça, rien que par la catégorie sociale ou les signes de richesse qu'on montre. Alors c'est sûr que quand on est dans la version Daesh maintenant, je crois qu'il y a un peu de ça, quand même. C'est-à-dire qu'on a le prestige de la propagande. Pourquoi d'ailleurs tant de gens se sont ralliés à cette organisation? Parce qu'elle a voulu être un État. C'est d'ailleurs une des premières fois. Une organisation terroriste n'est plus une organisation, elle veut être à l'échelle d'un État, en tout cas. Je ne dis pas qu'elle est devenue, mais en tout cas, elle a essayé de l'être. Bon. Et qui dit État dit domination. C'est plus qu'une organisation, un État. C'est supérieur à une organisation. C'est ça, c'est l'idée de dominer aussi dans le statut, dans la hiérarchie. Après, c'est une sorte de territoire, plus de territoire, mais c'est pas que un supplément, c'est bien entendu le prestige qui va avec. Regardez la propagande aussi de Daesh, la manière dont il travaillait les effets spéciaux, l'impact psychologique, presque hollywoodien dans la manière de filmer, de présenter ça. Et c'est aussi très travaillé, très raffiné, assez sophistiqué quand même. Là aussi, il y a une forme de prestige qui se joue derrière. C'est pas Ben Laden dans sa grotte avec son petit truc enturbané qui vous parle, c'est autre chose quand même, c'est vraiment autre chose. Et on peut aussi rajouter, enfin dans le prestige, le côté très original ou très structuré de la propagande, c'est-à-dire, j'en reviens encore une fois à cette histoire de recrutement, on essaie de partir du management, on essaie de partir du marketing, on essaie de partir de la logique d'essai.